Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre émission Multisport 24 et comme toutes les semaines, nous vous proposons un thème et aujourd'hui nous parlerons de la reconversion dans le sport. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Andy Essono-Bian, journaliste de sport à Gabon 24 et Stéphane Guéma, ancien international footballeur gabonais et aujourd'hui secrétaire général de l'Association nationale des footballeurs professionnels gabonais. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Gaël. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gaël. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Le week-end ça a été? Très bien. On a la pêche? Oui, toujours. Voilà, donc tout au long de cette édition d'information, notamment pour la première partie, nous parlerons de la reconversion, mais nous parlerons également de basket, nous parlerons également de la Champions League, de la pétanque. Tout ceci, c'est après les titres proposés par Carminito. Cette semaine dans Multisport 24, la thématique est consacrée à la conversion dans le sport. Comment préparer sa vie après la gloire? Quels sont les mécanismes en place pour une bonne reconversion? Dans le Flash Info, le champion du monde et double champion d'Europe avec l'Espagne, Iker Casillas, a été victime d'un infarctus alors qu'il s'entraînait avec son club de Porto. Le boxeur Anthony Joshua sera opposé à Andy Ruiz Jr. le 1er juin prochain. La nouvelle a été donnée par les proches du Britannique. La pétanque, un sport né en France mais très développé sur le continent africain. La discipline qui se joue seule, à deux ou à trois, sera notre découverte de la semaine. Une carrière sportive de haut niveau peut s'arrêter brutalement pour de diverses raisons. Il est donc indispensable d'anticiper et de s'orienter sur un projet professionnel selon leur sport, leur sexe, leur médiatisation. Les athlètes de haut niveau ne sont pas tous armés pour anticiper correctement l'après-carrière. Messieurs, on parle de l'après-carrière après le football. On sait qu'après le sport, que ce soit le football ou d'autres disciplines, généralement les athlètes prennent la retraite à 30 ans, 35 ans et après on a du mal parfois à se reconvertir. Je me retourne vers vous, Stéphane, vous qui avez été ancien footballeur international gabonais. Comment ça se passe? Écoutez, comment ça se passe? Déjà, c'est pas évident, hein. Vous savez, quand on est sportif de haut niveau, quand on est professionnel, tout de suite, on pense pas tout de suite à l'après-carrière. C'est vrai qu'on est tout de suite lancé dans le bain, on joue au football, tout va bien, tout se passe bien. On pense peut-être toujours à l'après-carrière, peut-être après, quand on pense qu'on est déjà à la fin. C'est à ce moment-là qu'on pense à l'après-carrière. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Vous savez que j'ai été footballeur de très haut niveau. J'ai fait les centres de formation. Exemple, quand j'étais au centre de formation, je ne pensais pas à mon après-carrière. C'est quand j'ai signé professionnel, quand j'ai commencé à jouer en pro, j'ai commencé à enchaîner les matchs, à jouer les matchs. C'est à ce moment que j'ai commencé à penser à mon après-foot. Mais vraiment, ça a été très difficile, je peux le rassurer, c'est vraiment compliqué de penser à son après-foot. D'accord, on revient tout à l'heure, on parle toujours de l'après-carrière, la reconversion après-carrière. On regarde cet élément proposé par notre rédaction de sport et on se retrouve jusqu'après pour en discuter. Ils ont été talentueux et ont souvent été extrêmement doués dans leur discipline. Après une carrière ponctuée de succès, intervient souvent un point de non-retour pour les sportifs, celui de la question de la retraite, mais surtout celui de la reconversion. Un point essentiel et majeur alors qu'une carrière d'un athlète dure en moyenne entre 10 et 15 ans pour les meilleurs. Entre les entraînements, les déplacements, les compétitions, il reste souvent peu de place pour évoquer l'après-carrière. La priorité est avant tout axée sur la performance sportive avec de doux rêves de reconnaissance mondiale. Alors dans ce contexte-là, comment imaginer un instant une vie après la gloire? Si la question vaut la peine d'être posée, plusieurs sportifs dans différentes disciplines ont réussi à faire la transition. De Michael Jordan à David Beckham en passant par Roger Mila, tous ces grands noms du sport ont su changer de cap et prendre les décisions qu'il fallait au moment opportun. Pour certains, c'est généralement l'accomplissement d'un rêve d'enfant, la passion étant souvent le moteur de la reconversion. Selon leur sport, leur sexe, leur médiatisation, les athlètes de haut niveau ne sont pas tous armés pour anticiper correctement leur après-carrière. Insouciance, carrière fantasmée, ivresse du sport business. Nombreuses sont les embûches à une deuxième vie professionnelle réussie. Selon les spécialistes, la reconversion d'un sportif de haut niveau doit être pensée le plus tôt possible. Mais ne rien faire dans l'urgence est le conseil admis par tous les acteurs entourant un athlète. Au final, la question de l'encadrement et de la formation du sportif selon sa discipline reste déterminant. Il n'y a pas un sport, mais des sports avec des réalités différentes. De ce point de vue, le cadre familial et la maturité du sportif font souvent la différence.
car la responsabilité qu'a un athlète sur un terrain, un parquet ou encore un tatami, il doit la prendre dans la vie. Voilà, retour sur ce plateau. Merci pour ce magnifique reportage sur la reconversion des sportifs. On va revenir avec vous, Andy Sono. On a écouté ce reportage il en ressort dans ce reportage que la performance parfois, parce qu'on a la recherche de la performance et du coup on a du mal à souvent penser à l'après-carrière. Est-ce que selon vous, la recherche de la performance peut être un frein à l'après-carrière? Effectivement, la recherche de la performance peut constituer un frein et je crois même qu'elle constitue un frein pour de nombreux sportifs. Parce que comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, lorsqu'on cherche à atteindre un certain seuil dans sa carrière, on ne pense pas à l'après. On pense à battre des records, à se positionner comme étant le meilleur et souvent, et très souvent, on oublie l'après. Donc du coup, certains se retrouvent, lorsque la carrière est terminée, brutalement, elle peut également s'achever sur une blessure. Et voilà comment quelqu'un peut se retrouver sans aucune activité et se remettre à des vieilles habitudes, à se donner à certains vices, c'est-à-dire à l'oisiveté et à chuter en un mot. Donc il serait mieux pour certains sportifs de haut niveau de penser à une retraite tout comme un fonctionnaire le ferait. N'est-ce pas, ils doivent penser à ça. Est-ce que là, c'est pas, Stéphane, vous qui avez été international, est-ce que ce n'est pas aussi l'entourage qu'on a lorsqu'on atteint les sommets au niveau du sport? Oui, ça peut être aussi l'entourage. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, quand on est sportif de haut niveau, on pense plus à la performance. Quand on joue les matchs, par exemple, on enchaîne des matchs tout de suite, on ne pense pas à son après-carrière tout de suite. C'est après, quand on pense maintenant que je suis déjà à la fin de ma carrière, là, à ce moment-là, c'est à ce moment que malheureusement qu'on pense à l'après-carrière. Mais bon, après, c'est beaucoup de choses, Il faut réfléchir à beaucoup de choses. Vous savez, c'est vraiment pas évident. Quand on est footballeur professionnel, tout de suite, de faire les deux en même temps, de penser à son après-carrière, c'est vraiment pas évident. Et on parle de l'après-carrière, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a remarqué que beaucoup de sportifs ne pensent vraiment pas à cette après-carrière. Et pourtant, il y a certains, on l'a vu dans ce reportage, Michael Jordan, il y a certains qui ont réussi, qui ont pensé. Alors, est-ce qu'il y a une différence finalement entre les sportifs qui ont pensé à l'après-carrière et puis ceux-là qui ne pensent jamais, sinon qui ont bien commencé, mais qui, à la fin, terminent dans... Effectivement qu'il y a une différence. C'est là, ça dépend de la personnalité déjà qu'incarnait l'athlète ou encore le sportif de manière générale. C'est-à-dire, lorsqu'on a été sportif de haut niveau, il faut avoir une certaine vision, une vision d'après sa carrière sportive pour se relancer. C'est pas étonnant de voir Patrick Mboma, Jean-Alain Boumsong et bien d'autres consultants dans certains médias européens. C'est leur carrière d'après-foot que ces derniers ont eu leur plan d'après-foot qu'ils ont eu à planifier, qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Donc celui qui n'a pas prévu, c'est clair qu'il sera un peu lésé lorsqu'il verra les autres s'épanouir dans un métier autre que le sport. Mais Andy Sono, est-ce qu'il faut inclure dans ce choix de l'après-carrière le niveau d'études aussi de certains sportifs? Est-ce que ça peut jouer? Tu touches un point assez important. D'où la nécessité des sportifs avant, n'est-ce pas, de se lancer dans une carrière, penser à l'école. Il faut au moins avoir un certain niveau d'études, faire certaines classes, avoir certains diplômes, de sorte que si la carrière s'arrête brusquement, même pendant qu'on est jeune, on peut se reconvertir à autre chose. D'accord, Stéphane, la même question vous a posée. Est-ce que le niveau d'études des athlètes, sinon des sportifs, joue un grand rôle dans la reconversion après le sport? Oui, ça joue un grand rôle. Il faut quand même avoir un niveau d'études. Mais bon, après, vous savez, quand on est sportif de haut niveau, voilà, on peut faire du football et faire des études à côté. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais au centre de formation, je faisais le football et je faisais mes études à côté. Et après, une fois que je suis passé professionnel, après, bon, ça a été compliqué pour moi de faire les deux en même temps. J'ai dû faire un choix. Et donc après, j'ai pensé à mon après-carrière tout de suite après. Donc oui, au niveau d'études, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Andy Sono, on parle de reconversion d'athlètes. Le mal est un peu plus en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que c'est une question qui n'est plus très posée au niveau de l'Europe. C'est plus en Afrique, de manière générale, les athlètes africains ont du mal à se reconvertir. Après, même s'ils ont eu des carrières exceptionnelles en tant que footballeurs, basketteurs ou que sais-je, mais après,
l'après-carrière est souvent difficile en Afrique. Est-ce qu'il y a une explication? Comment on peut comprendre ce phénomène? Il peut y avoir beaucoup d'explications. C'est certainement dû au fait que le mécanisme, déjà dans le sport africain, ne laisse pas très souvent place à l'école. Lorsqu'on est footballeur africain, c'est souvent des gars qui ont fait abstraction à leur scolarité et ont donné corps et âme au sport. Donc, ce qui fait que lorsque celui-là atteint un certain niveau dans sa carrière, nationale ou internationale, mais restant en Afrique, une carrière nationale, il a brillé des mille feux sur le plan national. Lorsque sa carrière finit, ce dernier n'ayant pas fait ses classes, comme je le disais précédemment, il se retrouve clairement obligé de se chercher et peut-être sombrer dans le néant. Il se fera rapidement oublier et voilà quoi. Est-ce que là, Stéphane Romain, il faut remettre en cause également les politiques de l'État dans l'accompagnement des footballeurs? Non, on ne va pas remettre en cause. C'est vrai que les Européens, ils sont plus avancés que nous. Eux, je pense qu'ils ont compris parce que eux, leur après-carrière, ils préparent ça bien depuis l'enfance, depuis tout petit. Mais c'est vrai que nous, ici en Afrique, on ne pense pas ça tout de suite. Nous, c'est d'abord jouer, et après, pense à la carrière tout de suite après. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. En Afrique, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas parce que, est-ce que c'est pas parce qu'un peu les Africains, on est habitués à la fête, parce que quand on regarde quand même des sommes que nos athlètes remportent, gagnent dans leurs différents championnats, que ce soit au basket, que ce soit au football ou d'autres disciplines de taekwondo, on a comme l'impression que l'Africain, c'est plus la fête d'abord et puis après, le reste après. C'est tout à fait normal que l'Africain pense d'abord à la fête. Vous savez, la plupart des footballeurs africains qui ont une grande carrière, qui brillent en Europe, c'est souvent des gars qui ont vécu leur enfance dans des conditions difficiles. Et lorsqu'ils se retrouvent à brasser des millions sur un contrat ou sur des buts marqués, il va penser à faire la fête. Et surtout quand celui-là est au sommet de son art, au sommet de sa forme, il ne pensera pas à l'après. Il pourra peut-être penser à l'après en investissant dans divers domaines, mais il ne pensera pas à lui-même. Qu'est-ce que je ferais? C'est vrai que j'aurais investi à partir de ce que j'aurais gagné dans mon sport, mais qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de ma vie après? Ça, c'est souvent oublié. Beaucoup se lancent dans la politique. On a un cas pratique de Georges Weah, par exemple. Mais la politique, pour moi, c'est pas le meilleur chemin. C'est pas le meilleur moyen de se prendre en charge après une carrière. Et ça reste une reconversion réussie quand même pour le cas de Georges Weah, puisque vous en parlez. Voilà. Aujourd'hui, il est président de la République, il a été un grand joueur de football. Aujourd'hui, il est président de la République. C'est vrai que selon vous, vous dites que c'est peut-être pas le meilleur chemin à prendre après une carrière sportive telle qu'on l'a connue avec Georges Weah, mais c'est quand même une réussite. Oui, c'est vraiment un exemple isolé, je dirais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de Georges Weah. Déjà, de par sa carrière, comme je le disais déjà, c'est quelqu'un qui, durant sa carrière de sportif, était sérieux, il se prenait en main. Donc, tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment, c'est clair qu'il a certainement planifié bien avant. Donc, il serait mieux pour les sportifs africains, n'est-ce pas, de se donner un plan de carrière et un plan d'après-carrière pour mieux réussir son après-sport. Mais là, est-ce que là, ce n'est pas aussi la nécessité, Stéphane, vous qui avez été sportif de haut niveau, on me rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Association nationale des footballeurs professionnels, pour un peu embrayer avec vos responsabilités, votre combat pour les footballeurs professionnels. Est-ce que là aussi, également, au sein de l'association, on en parle? Est-ce que la question a été déjà mise sur la table? Oui, la question a déjà été mise en place. Nous, à l'ANFPG, à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, on a mis en place un service formation et reconversion, justement pour aider ces jeunes footballeurs-là dans leur reconversion. Notamment, nous avons signé un partenariat avec le comité olympique qui nous accompagne aussi à aider tous ces jeunes Gabonais dans leur reconversion. Oui, en parlant de football, puisque vous êtes là, vous avez été ancien international, vous avez mis en place un mécanisme au sein de l'association. Est-ce qu'il y a l'engouement? Est-ce qu'on sent qu'il y a beaucoup de jeunes viennent vers vous? Est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge vraiment. On a beaucoup de jeunes qui sont déjà venus s'inscrire. Là, je parle des jeunes en activité, des jeunes qui jouent au championnat première et deuxième division. On a fait passer le message et nous sommes vraiment satisfaits là-dessus parce qu'on a un bon nombre de jeunes déjà qui sont venus s'inscrire. Et quel est le rôle finalement vous avez parlé du comité olympique qui vous accompagne, quel est le rôle du comité olympique au-delà de moyens? Est-ce qu'ils mettent à votre disposition des experts pour vous accompagner dans cette démarche-là? Oui, ils mettent des experts pour nous accompagner dans cette démarche, notamment là, au moment où je vous parle, on a 3 ou 4 joueurs qui sont déjà allés passer des concours dans des établissements de la place.
Donc, je peux vous dire que là, sur ce point, nous sommes vraiment satisfaits. Est-ce que vous avez le soutien d'autres footballeurs? Je parle comme ça de ceux qui sont en exercice, notamment, on va parler d'Aubameyang, on va parler de Kole Manga et Mario Lemina. Est-ce que vous avez le soutien Oui, bien sûr, on a le soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est notamment vice-président de l'association. On a le soutien aussi de Kole Manga et de Didier Ovono aussi. D'accord. Est-ce que quel est le rapport finalement que vous avez avec ces jeunes footballeurs au sein de l'association? Comment ça se passe? Est-ce que vous allez de club en club pour essayer d'expliquer le bien fondé, de penser à l'après-carrière ou et ainsi? Comment ça se passe? Comment vous faites la rencontre avec ces jeunes-là? Bah, écoutez, on va dans tous les clubs du Gabon, que ce soit en première ou deuxième division, notamment quand on fait les tournées de sensibilisation. On profite de ça pour sensibiliser les joueurs, notamment, vous savez, comme moi, vous savez que j'ai joué au très haut niveau, donc je profite de ça aussi pour faire passer le message, pour expliquer un peu aux jeunes ce qu'un footballeur professionnel doit faire en dehors et sur le terrain. Donc on profite de tout ça aussi pour parler du service formation et reconversion qu'on a mis en place à l'ANFPG. Donc c'est un service qui fonctionne très bien avec des jeunes qui, ça au fur et à mesure, se greffent à cette initiative de l'association. Donc Andy Sono, avec vous, on parlera également, on continue de parler de cette reconversion au niveau du sport. On disait déjà, en Afrique, il y avait des difficultés quand même, parce que les Européens étaient avancés sur ce point-là, on n'en parle plus trop. Et en Afrique, c'est un sujet... apparemment, tout le monde n'a pas encore pris conscience qu'il est important de penser à l'après-carrière. Est-ce que, selon vous, il va aussi falloir que les politiques s'y mettent, alors que ça reste quand même une décision personnelle et un choix? Ce serait difficile d'impliquer les politiques directement dans ça, parce que le plan de carrière et le plan d'après-carrière dépendent de l'athlète, du sportif. Donc vous voyez que ce serait difficile qu'une autorité en charge du sport, au Gabon par exemple, vienne faire école, vienne enseigner à un athlète ce qu'il devrait faire après sa carrière. C'est à tout un chacun de se positionner et se donner un plan, un cap à atteindre après sa carrière. Moi, je ne vois pas l'utilité d'impliquer... Peut-être parfois c'est l'ignorance. Vous savez, ces joueurs, ces athlètes-là gagnent tellement d'argent que parfois on ne sait pas quoi en faire. Effectivement, mais vous voyez... Être sportif, ce n'est pas simplement celui qui court après le ballon, ou celui qui sait manier le ballon, ou celui qui sait courir sur un tapis ou un autre endroit. C'est celui-là qui s'identifie, à qui les enfants s'identifient. Vous voyez, pendant qu'il est en activité, il y a un gosse au quartier qui dit « Moi, je vais devenir comme Stéphane Nguema, j'aimerais avoir sa carrière ». Il serait également bien que ce dernier, Stéphane Nguema, après sa carrière, reste cette icône, n'est-ce pas, auquel ces jeunes-là s'identifiaient. Donc, il doit toujours répondre présent et faire bonne figure devant cette jeunesse. Mais si son plan d'après-carrière n'est pas bien élaboré, c'est sûr que ces enfants-là prendront un coup dans leur vision du sport. D'accord, merci messieurs pour votre participation et vos interventions par rapport à la reconversion dans le sport. Nous parlons également, plus que Stéphane Nguema est là, nous parlons de la 4e édition de la grande rencontre amicale des anciennes gloires du football africain. Stéphane Nguema, dites-nous. Alors oui, bien sûr, nous sommes à la 4e édition de la GRAF. Alors la GRAF, c'est la grande rencontre amicale des footballeurs. Donc c'est une rencontre qui réunit vraiment tous les anciennes gloires du football gabonais, tous ceux qui ont fait les beaux jours du football gabonais, notamment Théodore Nguema, Daniel Cousin, François Amégas, Pierre Obamiaya, enfin ne citer que cela. Et ajouté à cela, on a voulu mettre un peu de piquant sur cette édition, c'est-à-dire qu'on a décidé d'inviter des guest stars, notamment Mustapha Hadji, Jérémy Njitap, Cyril Domoro, Aruna Dindan, Erita Elunga, pour venir un peu se mélanger à nous et de faire une bonne fête samedi. Quel est l'objectif on parle de la 4e édition, il y a eu 3 éditions précédentes. Après, s'il faut faire un bilan, s'il faut faire un bilan des 3 précédentes éditions pour qu'aujourd'hui on pense à faire la 4e édition, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? Oui, les 3 dernières éditions s'est vraiment très bien passé. D'abord, il faut noter que ce match de Galala va lancer le Fonds gabonais des footballeurs. C'est important de le rappeler. Le Fonds gabonais des footballeurs, c'est une initiative de l'ANFPG
C'est vrai qu'on a remarqué qu'au championnat gabonais de première et de deuxième division, on a vu qu'il y a des joueurs qui ne sont pas assurés, des footballeurs qui jouent le championnat première et deuxième division qui ne sont pas assurés. On a vu qu'il y a des anciens footballeurs qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui après leur carrière sont vraiment laissés abandonnés à eux-mêmes. Donc voilà pourquoi nous, à l'ANFPG, on a décidé de mettre en place ce fonds gabonais des footballeurs. Donc ce match de gala-là va lancer le fonds gabonais des footballeurs. Et les guest stars qui vont arriver, ils sont là pour nous soutenir aussi pour le lancement de ce fonds gabonais des footballeurs. Comment appréciez-vous l'initiative en 10? Très belle initiative. Au-delà du fait de réunir déjà les anciennes gloires gabonaises, faire appel à ces grands noms, à ces personnes-là qui ont marqué le football africain. Moustapha Hadji, mais lui, je ne m'imaginais même plus, enfin, j'ai même plus son image. Vous voyez un peu, donc, il est toujours là. Voir ces gars-là encore sur un terrain de football, voir un Djitap qui m'a fait rêver avec le Real Madrid, c'est franchement une très bonne initiative. Et ça doit être pérennisé, hein, un gros bravo pour vous. Mais au-delà de ça, ce serait certainement une autre façon, n'est-ce pas, de faire un appel aux jeunes Gabonais qui voudraient se lancer dans une carrière footballistique. Parce que voir ce que ces gars-là ont fait, ces anciennes gloires ont fait du football africain, jusqu'où ils l'ont mené, ça peut inspirer. Ça peut emmener des jeunes Gabonais qui, se sentant habités d'un talent, mais qui sommeillent, ça peut les emmener à réveiller ce talent, juste en écoutant les conseils, en voyant ces anciennes gloires-là courir sur un terrain de football. Ça, alors dites-nous rapidement. Et c'est bien, j'avais oublié de rappeler que l'événement c'est ce samedi 11. Ça va se dérouler au stade d'Idriss Ngari à Ovendo. Alors le programme c'est à 14h, on aura un match des filles, les anciennes gloires, hein, des filles qui vont jouer contre les joueuses en activité aussi. Donc ça, ce match-là va se dérouler à 14h et ensuite à 16h, on aura le match des garçons. Et c'est bien de préciser que l'entrée c'est payant, c'est 500 francs. Donc, c'est bien de rappeler aussi que toutes les recettes seront reversées directement dans le fonds gabonais des footballeurs, justement pour aider les anciennes gloires, les anciens footballeurs, les anciennes gloires qui sont abandonnées à eux-mêmes et puis les joueurs en activité aussi. Nous espérons qu'il y aura quand même, vous avez prévu des séances photos avec ces anciennes gloires qui reviennent du Maroc ou du Cameroun, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Parce qu'au-delà des 500, ce serait important, on l'a signifié. Ils ne pensaient même pas que Moustapha Hadji était encore dans le circuit. Voilà. Donc voir Moustapha Hadji, ce serait inaubaine. Oui, et ça va être vraiment bien pour ceux qui vont faire le déplacement d'avoir des séances photos avec ces footballeurs-là. Avec ces icônes. Ces icônes de football africain. Voilà. Alors merci Stéphane pour d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre émission. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Retour sur le plateau de Multisport 24. Il nous a rejoint sur le plateau Rodney Ovono. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Comment ça va? Oh, ça va bien. Vous avez la pêche apparemment? Toujours. D'accord. Nous allons parler cette fois-ci de basket pour poursuivre cette émission. Après 3 mois de préparation, les Panthères version basketball féminin n'ont pas participé aux qualifications de l'Afro-Basket Zone 4, une décision du ministère des Sports qui a été mal perçue par certaines joueuses. Je vous invite à regarder ce sujet de Rodney Ovono. Le gouvernement a décidé de la non-participation du Gabon à ces éliminatoires de l'Afro-Basket 2010. C'était dans l'air depuis quelques temps. Le ministère d'État en charge des sports l'a confirmé en fin de semaine dernière. Les Panthères dames ne participeront pas aux éliminatoires de l'Afro-Basket de la zone 4 prévue à Yaoundé à partir du 3 mai 2019. Le premier garant du sport gabonais a notamment fait le constat de plusieurs insuffisances qui ne rendaient pas optimale la participation du Gabon à ces éliminatoires. En ce qui concerne l'équipe nationale féminine de basketball, et notamment sa participation aux éliminatoires de l'Afro-Basket, prévue à Yaoundé du 3 au 9 mai 2019, la tutelle a observé les faits suivants. Premièrement, l'inexistence d'un championnat national de basketball féminin depuis plus de 3 ans. Deuxièmement, la mise en regroupement de l'équipe nationale féminine Les Panthères par la FEGABAB sans communiquer sur les conditions de ce regroupement. Troisièmement,
La sélection nationale féminine de basketball a été constituée sans l'accord préalable du ministère. À travers sa communication, le ministère des Sports a dans une moindre mesure voulu attirer l'attention de la Fédération gabonaise de basketball sur la nécessité de disposer de toutes les armes nécessaires pour espérer s'engager pour des joutes internationales. Face à ces insuffisances, le ministère a attiré l'attention du Bureau fédéral sur l'extrême nécessité de disposer d'une sélection compétitive pour s'engager en compétition internationale. La décision du ministère des Sports obéit à une volonté du gouvernement gabonais de désormais s'assurer des participations honorables de toutes les sélections nationales aux compétitions internationales afin de rompre avec l'improvisation, l'approximation. L'objectif à terme étant la compétitivité et la performance. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Karl Meindou qui nous a partagé ses avis du ministère des Sports par rapport à la non-participation en qualification de l'équipe de basket. Renaud Renaud, je me tourne directement vers vous, vous qui avez suivi cette actualité. Comment expliquer finalement après 3 mois de préparation? Alors, lorsque l'on parle de 3 mois de préparation, c'est quand même de se poser la question pourquoi attendre autant de temps? Mais on pouvait estimer que le ministère des Sports en charge, le ministère des Sports, donc le ministère d'État, avait peut-être envie de donner la chance de voir à quel niveau se situait l'équipe nationale. Ensuite, il y a eu des garanties qui n'ont pas forcément été respectées, il y a des garanties qui n'ont pas été données. On parle notamment de 4 joueuses qui devaient arriver et devaient être intégrées dans l'équipe nationale, chose qui n'a pas été faite. Et ensuite, de se dire, est-ce que lorsqu'on n'a pas de championnat, on n'a pas une équipe compétitive, est-ce qu'on peut aller rivaliser avec des équipes qui ont joué la Coupe du Monde, avec le Sénégal, qui est la première nation africaine à gagner un match en Coupe du Monde, avec le Nigeria, qui est la première nation africaine à dépasser le seuil des poules. C'est à ce niveau qu'on se situe. Le problème n'est pas forcément de jouer les éliminatoires de cet Afro-Basket-là, mais après, in fine, comment on fait? Est-ce que les mécanismes sont mis en place? Et le ministère d'État en charge des sports a relevé un cas. Il y a plusieurs démarches qui ont été entreprises sans forcément l'aval de la tutelle. Donc, à ce niveau, le ministère se sent lésé et se dit, pour éviter d'aller au casse-pipe, on arrête tout. Mais c'est dommage pour ces filles-là qui se sont entraînées pendant 3 mois. Mais 3 mois d'entraînement, ce n'est pas la compétition. On ne sait pas jauger, même si on se jauge par rapport à des équipes qui ont peut-être des U17 ou U20, mais c'est la compétition. Malheureusement, elle paie un fait. Et le Gabon n'ira pas à cet Afro-Basket-là parce qu'on connaît déjà le pays qualifié, des qualifications qui se sont faites sans le Gabon. D'accord. Andy Sono, est-ce que vous êtes d'avis avec Rodney, toutes les raisons qu'il évoque, notamment peut-être que l'équipe nationale n'était pas au point, mais je pense que cette décision a été prise, je crois, 2 ou 3 jours avant même que les filles ne s'envolent. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt? Est-ce que ce n'est pas là aussi une manière de casser le moral de ces filles qui, ma foi, je pense quand même, se disaient prêtes à affronter ces qualifications? Bon, dire que je serais totalement en désaccord avec ou d'accord avec Rodney. Non, je suis d'accord avec lui sur certains points. Mais rappelez-vous qu'en 2015, lorsque ces dames-là sont arrivées en Coupe d'Afrique, on a joué des éliminatoires ici. Elles n'avaient pas de compétition également dans les jambes. Il n'y avait pas de championnat féminin de basket. Il n'y avait qu'un championnat masculin. Et elles se sont préparées, elles sont arrivées. Et elles n'ont pas fait pâle figure dans tous les cas. Devant les grandes nations que vous avez citées, Rodney, elles sont arrivées 6e. C'est pas rien, arriver 6e. C'est vrai que c'est quand même un classement pas si onéreux que ça, mais elles n'ont pas fait pâle figure. Le ministère a pris cette décision sur ces bases, les bases que Rodney a eu à évoquer. C'est-à-dire la préparation n'a pas été conséquente, elle n'a pas été optimale. Et moi, je crois que j'ai vu ces filles, j'ai suivi ces filles, j'étais à un de leurs entraînements. La hargne qu'elles avaient, je veux dire, elles avaient en idée d'aller affronter des équipes déjà qu'elles connaissent. Elles connaissent le Congo, elles connaissent le Cameroun. Bien sûr. Elles ont battu le Congo et le Cameroun ici. Vous voyez, donc, la décision du ministère, elle est peut-être justifiée, ils ont leur raison.
mais elle est arrivée au mauvais moment. Pourquoi envoyer des demoiselles en mise au vert, sinon en préparation, sachant qu'elles n'iront pas? Voyez-vous qu'il y a eu des anciennes qui sont revenues rapidement au pays. Moi, j'en connais une, je ne vais pas citer son nom. Elle a été rappelée dans l'équipe. Et grâce à elle, on avait quand même aussi la présence, on a eu la présence de Géraldine Robert, quand même, qui est l'icône du basket au niveau continental. Voilà. Même continental, Géraldine Robert, elle était censée rejoindre l'équipe au Cameroun. Vous voyez, parce que j'ai eu la confirmation du coach Bayonne, ayant discuté avec lui. Il disait, il y a également une autre qui joue au Nigeria qui devait rejoindre l'équipe au Cameroun, un jour avant la compétition. Mais c'est très dommage que le ministère ait pris cette décision, parce que moi j'ai vu ces filles, l'équipe elle était certes vieillissante, mais il y avait pas mal de jeunes joueuses là-dedans qui sont issues des écuries, voilà. Au niveau national. Voilà, d'Ovendo 7-0 et des As de l'Estuaire Basket. Est-ce que ça va pas casser quand même? Après, on devait se retrouver dans la même configuration qu'en 2015, où Géraldine Robert a joué toutes les rencontres, sachant qu'en basket, on change à chaque fois. Mais elle a joué toutes les rencontres, c'est vrai. Elle s'est retrouvée dans le 5 majeur. Mais vous imaginez jouer autant de rencontres et vous ne vous reposez pas. Un match de basket, c'est environ... C'est énorme. Lorsqu'on est en NBA, c'est 12 minutes. Lorsqu'on est en mode FIBA, c'est 10 minutes. Donc, c'est 40 minutes de jeu sans qu'on ne compte même pas les arrêts, les temps morts et tout cela. Donc, vous voyez, on devait se retrouver dans cette même phase où c'est une joueuse qui porte toute une sélection alors qu'il n'y a pas forcément la compétitivité que l'on recherche. C'est la compétitivité que l'on recherche. C'est vrai, on a suivi le parcours de ces jeunes-là durant 3 mois. C'est vrai, elles avaient envie, elles avaient la hargne, mais moi je pense que cela ne suffisait pas. Je ne donne pas raison au ministère des Sports. Peut-être qu'on devait leur donner leur chance, mais il y a des garanties qui n'avaient pas été respectées. Est-ce que vous pensez véritablement que c'était une question de niveau? Parce que je ne pense pas, parce que je crois que le ministre des Sports avait effectué une visite, aller voir ces filles-là quand elles s'entraînaient au lycée national Yomba. Est-ce que c'est vraiment une question de niveau? Et si c'est vraiment une question de niveau, pourquoi à 3 jours de voyage? En même temps, pour bien former une équipe, ne pas venir parler des niveaux après que la préparation ait été lancée. Ces demoiselles réclamaient le palais des sports. D'accord. Parce que là-bas, elles seraient dans les conditions. Il y a du parquet. Bien sûr. Oui. Donc, il y a aussi cette préparation-là qui... Et finalement, le palais des sports, elles l'ont eu ou pas? Non, elles n'ont pas eu. Elles l'ont pas eu. Comme en 2015, elles se sont préparées au gymnase. Toujours dans des conditions déplorables. Mais en s'entraînant là-bas, elles n'ont pas fait pas le figure. Moi, je disais, Géraldine Robert, comme disait Rodner, elle a certes joué tous les matchs. Moi, je ne vois pas en une compétition, même en NBA, LeBron James, il joue tous les matchs. Après, Géraldine, ça se ressent. après Géraldine Après, Robert, ça se ressent. J'en viens. Il a fait près de 2 mois, il était blessé. J'en viens. Donc, l'équipe a quitté de la 4e place à la 12e place, enfin. Et ils n'ont pas joué les playoffs. Une première depuis 2005. Pour LeBron, je parle de NBA, bien sûr. Voilà, pour LeBron James. Donc, LeBron James, il a joué tous les matchs, mais avec des changes. Il y a des changements qui se font, il y a des repos. Tu vas sur le banc de touche pour 2 à 3 minutes, après tu reviens sur le terrain. C'est un système de rotation qui se fait. Géraldine Robert, qui a elle-même joué, vous l'avez dit, vous l'avez relevé, qui a joué tout le match en 2015, ne s'est pas plaint pour autant. Au contraire, elle a été déçue dans l'année suite. Elle dit toute sa déception par rapport à cette décision du ministère qu'elle ne comprend pas. C'est une compétitive. C'est une gagnante. Elle veut gagner. Elle a été MVP déjà il y a quelques mois, il y a quelques temps. MVP, meilleur joueur d'un tournoi, donc meilleur joueur de l'Europe, du championnat de France. Ce n'est pas rien. Elle voulait jouer. Mais après, entre vouloir et pouvoir, entre se focaliser, de se dire on va être parmi les meilleurs, c'est un autre bout de pain, c'est un autre chemin à parcourir. Aujourd'hui, l'objectif n'est plus, comme Pierre de Coubertin le disait, de participer. L'objectif, c'est maintenant de gagner. Et ce sont des podiums que chaque nation recherche pour pouvoir porter haut les couleurs d'un pays. Il est important d'interdire toute une équipe nationale qui a été interdite de prendre part aux qualifications pour l'Afrobasket Zone 4. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en question.
Oui, on se remet en question. Mais après, il faut. Tout à l'heure, on a parlé déjà du parquet, par exemple, de la salle dans laquelle Voilà, les filles s'entraînaient qui n'étaient pas adéquats. adapté. Elles n'ont pas eu le palais des sports. Est-ce qu'il sera ici question seulement d'interdire à chaque fois à des équipes de ne pas prendre à certaines compétitions au niveau continental et mondial? Et puis derrière, il n'y a rien qui est fait pour que on améliore la préparation des joueurs pour les prochaines joutes. Moi, je crois qu'après, c'est vrai, la décision elle a été prise, les filles ne sont pas parties. Qu'est-ce qu'on fait après? La question, Qu'est-ce qu'on fait elle après? mérite d'être posée. Moi, pour moi, je pense qu'il faut relancer le basket au Gabon. D'accord. Moi, j'ai lu de l'espoir la Coupe du Gabon passée. Le ministre, il était là, il a vu ce que les jeunes Gabonais sont capables de faire. Toutes les équipes du pays, de toutes les provinces, de toutes les ligues, étaient là. Le ministre lui-même, il était vraiment ébloui du talent des jeunes Gabonais. Parce que du talent, quand même, il y en a. Effectivement. Parce que là aussi, c'est pas remettre en cause des politiques. Il y a CAS 1976 qui a été champion du Gabon. Eux également, ils ne sont pas partis en compétition. Pour quelle raison? Pourtant, dans le club, il y a des expatriés. Il y avait deux Maliens et un Centrafricain dans cette équipe. D'accord. L'équipe était compétitive. Il y avait un championnat. Il y a une Ligue de l'Estuaire qui se joue. L'équipe n'est pas partie. Elle également. Pourtant, on avait des atouts de ce côté-là. Moi, je voyais cette équipe. Pourquoi pas se qualifier pour une compétition internationale? Oui, parce que s'il faut arrêter, s'il faut interdire S'il faut interdire pour interdire, comme vous dites, je pense qu'on a botté en touche. Mais si il faut se dire les équipes n'iront pas aux éliminatoires de telle ou telle compétition, après, il faut maintenant mettre les bœufs, ensuite la charrue. Et là, si les basketteurs, comme c'est de leur cas, les Panthères Basket, ont besoin du palais des sports, qu'on mette le palais des sports à leur disposition. Parce qu'il y a des conditions, c'est déplorable. On a vu un peu ce gymnase du Lycéma, lorsqu'il pleut, par exemple, ça coule, c'est difficile. On parle d'une équipe nationale quand même. On parle d'une équipe nationale qui est le fanion, qui est la représentativité d'un pays au niveau du sport. Une vitrine. S'il faut que ces joueurs-là, ces joueuses, ces joueurs, tous ces athlètes-là qui vont représenter le pays à l'extérieur doivent s'entraîner, il faut que ces athlètes-là soient mis dans de bonnes conditions. Ensuite, c'est après que l'on verra si les conditions qui ont été mises à disposition là comme elles ont été bonnes, est-ce que le résultat aussi suit? Oui, Andy. Voilà, au-delà de tout, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut relancer le basket au Gabon, comme je m'attelle à le dire. Il faut relancer un championnat féminin compétitif. On se rend compte que c'est les hommes qui jouent la Ligue de l'Estuaire, c'est les hommes qui ont joué le championnat d'élite, mais jamais les femmes. Les femmes, pour jouer, elles affrontent des hommes. Donc il faut recadrer, un peu comme il a fait le ministre avec le football. Il faut essayer de reposer la balle à terre au niveau du basket, au niveau de la balle orange, relancer tout, restructurer tout. Je crois que ces dames-là qui ont leur expérience en Coupe d'Afrique, elles peuvent faire office de coach. Moi, j'en connais. Elles peuvent encadrer les jeunes, de sorte que le basket au Gabon puisse revivre. Merci, monsieur, pour des éclairages. Nous allons avancer dans notre émission. Nous allons parler de Ligue des champions de l'UEFA avec le match Liverpool-Barcelone et la blessure de Mohamed Salah, notamment Ajax-Tottenham. Alors, le Liverpool-Barcelone, c'était la demi-finale tant attendue, avec l'élimination de tous ces cadors, le Real Madrid, la Juventus. Les gens se sont dit, voilà, c'est une demi-finale, une belle demi-finale, Liverpool-Barcelone. Ensuite, on s'est rendu compte au match aller que Liverpool n'a pas existé. Il fallait compter sur un Lionel Messi hors norme et un Luis Suarez des grands jours. Et là, au match retour, déjà que Liverpool n'avait pas pesé avec Mo Salah, au match retour, Mohamed Salah s'est confirmé, il est forfait. Je crois que les espoirs de Liverpool sont douchés. Et côté Ajax-Tottenham, bon, avec ce football-là des Pays-Bas, lorsqu'on sait que le tiki-taka barcelonais vient en vérité de l'Ajax, voilà, des Pays-Bas, c'est beau, ça fait plaisir de voir cette équipe de jeunes, un capitaine qui a 19 ans, des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans. C'est une belle génération qui rappelle celle des Kluivert il y a quelques années, dans les années 95-96. Est-ce que le revers quand même que Tottenham vient de prendre en championnat ne va pas booster un peu le moral des joueurs? Peut-être pas.
peut-être, c'est selon, c'est comme une pièce, vous la lancez, vous pouvez tomber sur pile, comme vous pouvez tomber sur face, parce que vous pouvez être en forme ce jour-là et ne pas l'être le jour suivant. Andy, votre analyse par rapport à ces matchs, quand on sait qu'il y a eu un Lionel Messi en feu lors du match aller au Camp Nou. Lionel Messi, dans sa vieillesse, il est au meilleur de sa forme. Pour ça, tout le monde est d'accord. Mais Liverpool, ne pas vendre Liverpool avant, parce que moi je me rappelle avec l'AS Roma et le Barça, ça s'est déjà produit. Voyez-vous, donc tout le monde voyait le Barça partant, et voilà que l'AS Roma a pu renverser la tendance au point où le Barça s'est fait piéger à l'AS Roma et ils sont fait éliminer. Donc le scénario n'est pas loin. Ne voyons pas simplement ce qui s'est passé au match aller, au niveau du Nou Camp. Attention à Anfield, ce que Liverpool est capable de faire. On se souvient justement, on rappelle que Liverpool avait déjà renversé une telle situation, c'était contre le Milan AC en finale de Ligue des Champions. Voilà. On y reviendra certainement lors de notre prochaine émission sur ces demi-finales-là qui s'annoncent déjà très, très, très chaudes. On y va tout de suite, l'actu du jour. L'ancien gardien du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, Iker Casillas, a été hospitalisé d'urgence il y a quelques jours après son infarctus survenu à l'entraînement selon son club actuel, le FC Porto. Son état est stable et le problème cardiaque a été résolu. Au dire de la presse portugaise, Casillas a été opéré avec la pose d'un cathéter et cette intervention cardiaque met un terme anticipé à sa saison alors que le FC Porto est actuellement deuxième du championnat du Portugal derrière Benfica et doit également disputer la finale de la Coupe du Portugal le 25 mai face au Sporting. Saniker, comme il s'est fait appeler en Espagne, a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, la Coupe du Monde 2010 et 2 championnats d'Europe en 2008 et 2012 avec l'Espagne. Casillas a rejoint Porto en 2015 après 25 années passées au Real. L'arrière de Wallabies, Israël Folau, s'est présenté samedi dernier à Sydney devant la commission des disciplines de la Fédération australienne de rugby qui doit étudier et éventuellement sanctionner les propos homophobes tenus par le joueur mi-avril. L'athlète de 30 ans conteste la sanction prononcée par la Fédération de résilier le juteux contrat qui le lie à celle-ci après les publications homophobes du joueur. L'international australien avait suscité un tollé en publiant sur son compte Instagram en affirmant que l'enfer attendait certaines catégories de personnes. Ni le joueur ni la patronne de la fédération n'ont souhaité faire de commentaires à leur arrivée à l'audience, dont le verdict sera connu avant la Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon. Le boxeur britannique Anthony Joshua mettra en jeu ses titres mondiaux WBA, IBF, WBO des poids lourds face à l'Américain John Ruiz Jr. le 1er juin au Madison Square Garden de New York. Ruiz Jr., vainqueur de 32 de ses 33 combats professionnels, remplace l'adversaire initial, l'Américain Jarrell Miller, stoppé par 2 contrôles antidopage positifs. Pour le champion du monde, qui fera pour l'occasion sa première apparition aux États-Unis, Ruiz représente un challenge différent, mais qu'il accepte. Ruiz s'est quant à lui déclaré ravi de cette opportunité d'écrire l'histoire comme d'ancienne gloire, tel le Mexicain Julio César Chavez, couronné dans les catégories plus légères, et les poids lourds Mike Tyson et Evander Holyfield. Voilà, c'était le flash info de votre émission. On l'avait vu avec moi, Iker Casillas, qui a fait un infarctus. Mais tout va bien? Non, tout va bien, tout va bien. Plus de peur que de mal. Vous avez quelqu'un qu'on appelle le saint, Saniker, donc le saint Iker. Tout le monde avait les yeux rivés vers le Portugal, mais finalement, il a été opéré avec succès. C'est vrai qu'il n'est pas très jeune, 37 ans, mais il va encore continuer à jouer. C'est quand même une icône. Oui, c'est une icône, mais il est quand même temps pour Casillas de raccrocher quand même. Ben, il a 37 ans. Après, il a commencé quand même à jouer assez jeune. C'est la passion aussi. Oui, il y a la passion, mais il y a le poids de l'âge. On a Buffon qui a 40 ans passé. On a eu Billy Costa Corta. Voilà. Il n'a que 37 ans, j'ai envie Voilà. de dire que 37 ans parce que c'est encore également. jeune. Oliver Kahn également. Mais quand même, pour ma part, atteindre cet âge-là, être en activité et gardien titulaire, c'est pas rien. Donc, et dans l'un des meilleurs clubs du Portugal. Donc son rythme de jeu, il est tellement intense que des situations comme ça ne sont pas loin, franchement. Voilà. Bonne guérison donc à Iker Casillas que l'on espère revoir sur les rectangles carrés d'Europe. Passons tout de suite à notre page découverte.
Sport centenaire, né dans le sud-est de la France, la pétanque a traversé les rives de la Méditerranée, posé ses valises sur le continent africain. Si ce sont les missionnaires et les colons qui ont introduit cette discipline en Afrique, ce n'est pourtant dans les années 2000 qu'est créée l'une des premières fédérations africaines, en l'occurrence la Fédération camerounaise de pétanque. La pétanque en Afrique est surtout développée dans les pays francophones qui ont hérité de ce sport pratiqué par de nombreux expatriés français, d'abord colons, ensuite coopérants. Les chiffres dévoilés par la Fédération internationale de pétanque et Jeux provençal il y a quelques années sont édifiants. La majorité des licenciés africains viennent du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Gabon ou encore des Comores et du Congo-Brazza. Outre l'Afrique dite francophone, la partie septentrionale du continent est considérée comme une terre de boulistes. La Tunisie possède l'un des plus beaux palmarès, alors que l'Algérie et le Maroc font partie des plus grosses fédérations au monde, avec plus de 10 000 licenciés. Madagascar, qui affiche un nombre modeste de boulistes licenciés, est également une grande nation de boules. La grande île a déjà remporté plusieurs compétitions continentales et internationales. Pratiquée à tous les âges, la pétanque se joue tout seul, par équipe de 2, la doublette, ou par équipe de 3, la triplette. À 2, l'un pointe et l'autre tire. Chaque joueur a 3 boules en main. À 3, le premier pointe, le second est au milieu et le troisième est tireur. Les joueurs disposent de 2 boules chacun. La position délicate est celle du milieu, car il doit à la fois pointer et tirer, et c'est souvent celui qui doit terminer la mène. On commence par déterminer l'équipe qui doit lancer le cochonnet en premier. Bien souvent, on tire à pile ou face avec une pièce. L'équipe qui doit commencer peut alors choisir son terrain et doit tracer ou poser un cercle à l'endroit souhaité. En Afrique, le développement de la pétanque est limité par le coût élevé des boules elles-mêmes qui viennent de l'extérieur. Au-delà de ces faits, le continent devient une place majeure de la pétanque mondiale. En marge du championnat du monde de tête-à-tête, doublette et mixte, qui se déroule depuis le 5 mai en Espagne, le Bénin a été désigné pays hôte du championnat du monde de pétanque en 2022. Actuellement 6e sur le plan continental, l'hôte de l'édition 2022 du championnat de pétanque est à la 18e place au palmarès mondial avec 2 médailles. La dernière fois qu'un pays africain avait abrité un championnat du monde, c'était en 2016. Madagascar avait alors accueilli la 47e édition de la compétition. Voilà, Rodney Ovono, la pétanque qui continue de faire son bout de chemin en Afrique. Oui, et un chemin royal, parce que lorsque vous allez dans certaines nations du continent, on pratique beaucoup la pétanque. Notamment l'Algérie, le Maroc. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Gabon. L'Afrique du Sud, Madagascar. Madagascar même qui a déjà été couronné. Et le Bénin également, c'est même le prétexte, parce que le Bénin va abriter les championnats du monde en 2022. Et c'est un sport qui fait son bout de chemin. Et il y a déjà la majorité, presque tous les licenciés en Afrique sont de la zone francophone. Donc ça fait une belle marge. Voilà. Au Gabon également, on parle de pétanque. Oui, le Gabon, c'est un sport en pleine découverte en même temps. Et puis, moi, j'ai observé au niveau de lui, je crois qu'il y a un club de pétanque à ce niveau. C'est un sport quand même qui attire du regard, mais ça paraît banal du premier regard. Mais lorsqu'on s'y met, je crois que ça fait des heureux. Voilà, Multisport 24, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Entre-temps, l'information continue sur Gabon 24. Merci, Andy. Merci à toi, Rodney.